Europe 1 Soir, 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre sur Europe 1 Soir. J'accueille nos chroniqueurs de la première heure. Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules. Bonsoir, Sébastien Queux de formalisme. Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir madame. Et puis notre invité politique ce soir, Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir Andrea Cotarac. On va revenir avec vous pour commencer sur ces réactions, des nouvelles réactions après les violences en marge de la Ligue des Champions. Je voudrais tout d'abord vous faire écouter Rémi Heitz, le procureur général près de la Cour de cassation. Il estime que la justice n'a pas été laxiste. Il s'exprimait sur France Inter ce matin. Je voudrais quand même m'inscrire en faux, de façon très catégorique, contre le prétendu laxisme des juges. Il y a eu des sanctions individualisées. La difficulté dans ce type d'affaires, c'est qu'il y a un décalage très fort entre les images de ces violences vues à la télévision et parfois la réalité des faits que l'on reproche. Ce qu'on juge, c'est une personne, un homme ou une femme qui se trouve dans le box et à qui on impute un fait ou des faits précis, parfois d'ailleurs avec des difficultés de preuve parce que les enquêtes sont conduites dans des délais très courts et parfois les preuves sont relativement légères. Et donc c'est cette réalité-là qu'il faut bien comprendre. Andrea Cotarac, il y a plusieurs choses dans ce que nous dit Rémi Heitz. Tout d'abord, non, la justice n'a pas été si laxiste. D'ailleurs, il donne des chiffres. Il estime que les peines n'ont pas été sévères. Et puis, ce décalage très fort entre les images à la télévision et la réalité des faits. Est-ce que ce n'est pas Rémi Heitz qui est en décalage avec l'opinion publique aujourd'hui ? Je le crois. Alors, c'est souvent assez amusant. C'est-à-dire que vous avez des procureurs de ce type qui vous donnent un petit peu une leçon de droit, un peu en reprenant la philosophie de Beccaria. Les peines sont individuelles, les sanctions sont proportionnées. On juge la personne, dit-il. Mais il y a quand même une donnée dans la philosophie de Beccaria et dans le droit pénal, c'est le sens de la peine. C'est-à-dire qu'à l'époque, sous Monsieur Dupond-Moretti, on nous disait qu'il n'y avait pas d'insécurité. C'était un sentiment d'insécurité. Maintenant, on a les images qui ont choqué le monde entier, et on nous dit non, mais l'image, finalement, ne reflète pas vraiment la réalité. Bon, moi, j'ai sous les yeux, si vous voulez, le tableau des sanctions et des personnes du tribunal. Je vais vous en donner deux. Un premier de nationalité tunisienne, 23 ans, Ali, condamné pour jet de projectiles sur les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il est illégalement sur le territoire national. Il jette des projectiles sur les forces de l'ordre. On le condamne à un sursis et à un stage de citoyenneté. C'est même pas un citoyen français. Et on oublie la reconduite aux frontières. Deuxième, il est français, Aurélien. Lui, il a fait des tirs de mortier sur les forces de l'ordre. Bilan, 500 € d'amende. Bon, donc les Français regardent ça, ils disent mais quel est le sens de la peine ? Il y a moins de 5% d'interpellés condamnés, nous disait William Molinier tout à l'heure. Et les gens regardent ça en disant mais attendez, il y a quelques mois, le 1er mai, on a commenté ça d'ailleurs sur vos plateaux, on a condamné un boulanger à 3 000 € d'amende parce qu'il travaillait le 1er mai. Aujourd'hui, vous avez des gens qui pillent des commerces, qui ruinent la vie de commerçants qui ont investi, ils sont condamnés à 500 € d'amende. Andrea Cotarac, donc le sens de la peine, je pose la question à vous et aux auditeurs. Comment cette réaction de Rémi Heitz, c'est quoi ? C'est parce que lui, effectivement, n'est pas d'accord. Il dit on juge la personne et on bien est. Sûr. Il juge la personne. Effectivement, il y a des sanctions puisqu'il y a des stages de citoyenneté, il y a des travaux d'intérêt généraux, et il y a 500 € d'amende. Oui, il y a des sanctions. Maintenant, la question c'est sont-elles à la hauteur ? Et encore une fois, le sens de la peine, à la fois pour la société, de se dire est-ce que c'est vraiment une sanction adéquate. Je rappelle quand même que 91% des Français, c'est un sondage pour CNews, 91% des Français considèrent la justice comme pas assez sévère. Et donc Bruno Retailleau en fait partie. C'est le procureur, c'est Taubira, Mélenchon et les autres. On va écouter le ministre de l'Intérieur et je vous redonne la parole. La police, la gendarmerie, il y a une réponse sécuritaire très ferme. Mais il faut qu'ensuite la réponse judiciaire soit au niveau. Le sursis, c'est pas suffisant. Tant que vous n'avez pas une sanction qui soit certaine, immédiate, très ferme, c'est pas possible. Il y a trop d'écart entre les peines encourues, telles que le code pénal le dit, les peines qui sont prononcées et les peines qui vont être exécutées. Andrea Cotarac, le sursis n'est pas suffisant. Alors Rémi Heitz, lui, nous dit l'inverse. Il dit au contraire, le sursis c'est parfaitement adapté puisque ça évite la récidive. Mais de toute façon, au-delà de M. Retailleau, ils ne sont pas d'accord au sein même du gouvernement.
C'est-à-dire quand quelqu'un dit A, l'autre dit B, c'est un peu l'auberge espagnole. Monsieur Retailleau, quant à lui, il fait ses courses dans le programme du RN, donc je vais pas le contredire. Il fait ses Ça courses vous embête quand Non mais c'est même, très bien. Le problème, non mais ce qui m'embête, C'est très bien que le ministre de l'Intérieur reprenne vos idées, non? C'est excellent, mais qu'ils le reprennent tous. La bataille culturelle est remportée par le Rassemblement national. Mais c'est pas ça, moi, que je le reproche. Monsieur Retailleau, c'est pas qu'un chef de parti. Monsieur Retailleau, il est ministre de l'Intérieur. Et ce qui m'embête, c'est qu'il ne fait rien. Voilà. Nous, on a proposé à l'Assemblée nationale, par exemple, puisqu'il y a ici des personnes condamnées qui sont sous OQTF. On a proposé le 31 octobre dernier, au LR, d'expulser et de faciliter les expulsions de criminels et de délinquants étrangers, comme le font nos voisins suisses, par exemple. Vous êtes étranger, vous êtes accueilli, vous commettez un crime ou un délit, vous êtes automatiquement persona non grata sur le territoire helvète. On a proposé ça à l'Assemblée nationale. Oui, vous savez ce qu'on dit les LR? Vous savez ce qu'a dit M. Retailleau? Les pays les reprennent pas, regardez l'Algérie. Vous savez, bilan de M. Retailleau là aussi. Attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Résultat, rien. Ah bah oui, il peut pas tout faire. Mais est-ce qu'il peut faire quelque chose? C'est ma question. Après, par ailleurs, sur le PSG, vous êtes un peu juste. Non, mais pour le reste, juste, je termine juste la proposition du RN, parce que nous, on travaille, si vous voulez, on bosse, on propose, on a des projets de loi, on a des propositions de loi qu'on fait, et on a proposé à Monsieur Retailleau de faciliter les expulsions d'OQTF, de criminels et de délinquants étrangers. Il est arrivé avec Monsieur Daragon à la tribune en disant: magnifique idée, le RN. Bravo, on est d'accord avec vous. Résultat, il vote contre. Mais Donc, avec si vous voulez, l'Algérie, vous faites quoi, par exemple, vous, concrètement, puisque l'Algérie ne reprend pas ses ressortissants? Moi, la première idée, d'ailleurs, la graduation dont parlait M. Retailleau, c'est là aussi copier-coller de Marine Le Pen. Le problème, c'est qu'il ne le fait pas. Qu'est-ce que je fais, moi? Je respecte le droit international. En droit international, vous avez un principe qui est fondamental, c'est le principe de réciprocité. Si l'Algérie ne veut pas reprendre ses ressortissants, ce qui est le droit international, c'est l'Algérie qui viole le droit international, eh bien, on est réciproque. Enfin, les Français commettent peut-être un peu moins d'infractions sur le sol algérien. Mais c'est pas ça. C'est réciprocité, c'est 0 visa pour les Algériens sur le sol français. Monsieur Cotarac, vous avez l'impression que Bruno Retailleau, si je vous entends, est laxiste avec le régime algérien? Oui, puisque quand il dit quelque chose, le gouvernement lui dit inverse. Voilà, il a demandé à stopper les accords sur l'immigration avec l'Algérie. Emmanuel Macron lui a dit non. Il a proposé d'interdire le voile à l'université. Le gouvernement lui a dit non. Il a proposé un référendum sur l'immigration. Le gouvernement lui a dit non, etc., etc. Par conséquent, il parle bien. J'attends qu'il fasse. Et ça fait quand même depuis maintenant... Le 21 septembre. Oui, le 21 septembre. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on attend des résultats. Sébastien Millier. J'entends, en l'occurrence maintenant sur les violences de samedi et de dimanche, l'extrême majorité des cas interpellés n'avaient pas d'OQTF, n'étaient pas étrangers, étaient donc français. J'ai cité les Français et les étrangers. Oui, je sais. Mais pour revenir, je pense pas que Bruno Retailleau ait une grande part de responsabilité dans les peines qui ont été prononcées tout au long de cette semaine. Moi, j'ai quand même découvert quelque chose d'extraordinaire, honnêtement. Oui. J'ai appris cette semaine que les travaux d'intérêt général pouvaient être refusés. Bien sûr. C'est extraordinaire. Comment ça, ce n'est pas... J'ai entendu beaucoup cette semaine à l'Assemblée, Monsieur Bayrou, Monsieur Darmanin nous dire voilà, il faut renforcer les lois, il faut des sans peines. Conséquence, il y a des sanctions quand même si on refuse. Mais symboliquement, c'est-à-dire qu'en France, quelqu'un qui a été condamné à des travaux d'intérêt général, j'ai vu quelqu'un en l'occurrence qui avait été condamné à, la peine requise avait été de 140 heures de travaux d'intérêt général, et la juge lui demande, c'est le droit français, la juge lui demande, est-ce que vous êtes d'accord pour faire ces travaux? L'homme dit non, fin. Et donc on trouve une peine alternative, souvent un stage de citoyenneté. Voilà dans quelle misère judiciaire on se trouve. C'est-à-dire qu'en France, on est sûrement le seul pays au monde où un condamné peut refuser une peine. Et comment voulez-vous que les gens prennent au sérieux les conséquences de leurs actes? Bruno Retailleau propose ces courtes peines, mais bon, il y a évidemment le texte Nicole Belloubet qu'il faudrait supprimer. Andrea Cotarac, il y a aussi un petit peu de dissension au sein du gouvernement qui bloque Bruno Retailleau. On a entendu ce matin sur RTL Elisabeth Borne, qui a clairement exprimé qu'elle n'était pas vraiment sur la même ligne que Bruno Retailleau. On peut lui laisser ce bénéfice du doute tout de même. Mais le problème, c'est que M. Retailleau parle bien, mais il a aussi une responsabilité. Je vous rappelle qu'il sera... entendu en tout cas par une commission au Parlement. Pourquoi? Parce que il fallait anticiper les débordements. Je veux dire, le monde entier, et particulièrement les Français, on savait. Excusez-moi, Monsieur Nunes lui a proposé le déploiement de 40 unités. Il a refusé. Les CRS, nouvelle génération, qui sont mobiles, inutilisés jusqu'à 1h du matin. Monsieur Retailleau, ministre de l'Intérieur, sait que Paris brûle, que les caméras du monde entier sont là, y compris Novak Djokovic s'est exprimé là-dessus. Il n'était pas à Paris. Où était-il?
Et vous me dites tout à l'heure, il n'est pas responsable des peines en cours. Vous avez parfaitement raison. Mais sous la Révolution, on a toujours dit que le juge, c'était la bouche de la loi. Et donc, quand le RN lui propose de changer la loi, d'être plus sévère, M. Retailleau vote contre. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'il pense réellement et ce qu'il compte faire. Il y a un autre débat qui se glisse là, c'est la reconnaissance faciale. C'est en tout cas ce que propose Christian Estrosi pour contrer ce type de violence. On y revient dans quelques instants. On vous demandera votre avis. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demureux. On est toujours en compagnie de Jules Torres et Sébastien Ligné, nos chroniqueurs de la première heure, et l'invité politique, Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement national. On parlait à l'instant des violences en marge de cette finale du Paris Saint-Germain qui suscite encore beaucoup de commentaires. Christian Estrosi, ce matin sur Europe 1 CNews, lui, prône la reconnaissance faciale. Écoutez le maire de Nice. Il faut se débarrasser de cette institution poussiéreuse. Vous vous rendez compte qu'elle s'appuie sur une loi qui s'appelle Informatique et Liberté, 1978. Mais elle existe. 1978. C'est parlementaire. L'époque du Minitel. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous utilisez la reconnaissance faciale, puisque monsieur Xi Jinping ou monsieur Trump vous surveillent toute la journée. Et en France, on s'interdit d'utiliser des armes où on puisse mettre simplement les fichiers des personnes dangereuses dans un logiciel dont je dispose et qui permettrait de pouvoir immédiatement détecter quelqu'un qui est sur le point de commettre ou qui est en train de commettre un délit, un crime quelque part. Eh bien, je dis que cette institution se met hors des clous des libertés individuelles. Andrea Cotarac, vous en pensez quoi, vous, la reconnaissance faciale? Non, mais si vous voulez, bon, Monsieur Estrosi se réveille parce qu'il y a certainement des élections municipales, non? Prochainement. Bon, voilà. Et quant à la CNIL, qui date de 78, j'imagine qu'il était déjà ministre aussi, peut-être, Monsieur Estrosi, à cette époque-là. Vous êtes dur. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, il a parlé de souveraineté, mine de rien, puisqu'il dit Trump vous surveille, Xi Jinping. Les États-Unis nous mènent une guerre technologique. On a une dépendance vis-à-vis des États-Unis qui est monumentale. Et Monsieur Estrosi en est parfaitement responsable lorsqu'il était avec M. Sarkozy, puisqu'on a acheté des logiciels américains pour l'armée. Les policiers municipaux ont parfois des caméras chinoises. Donc commençons d'abord par réindustrialiser le pays, par contrôler tout ça et par préserver la CNIL quand même, parce que c'est un garde-fou pour protéger et défendre. Monsieur Cotarac, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas appartenir à un parti. Vous savez, on est gardien des libertés, au Rassemblement national. Monsieur Cotarac, vous ne pouvez pas appartenir à un parti qui passe son temps à traquer les agences de l'État qui ne servent à rien et dire aujourd'hui que la CNIL est une superbe structure qui d'ailleurs est composée de quelques parlementaires, de personnes qui proviennent du CESE, du Conseil économique et social et environnemental, qui coûte 50 millions d'euros par an. C'est les gens de la CNIL qui sont au CESE. Non, il y a des membres du CESE, il y a les membres du CESE, dans la CNIL, il y a des membres de la Cour de cassation, il y a des membres du Conseil d'État, ça coûte 25 millions d'euros par an, objectivement, ça ne sert à rien. Voilà, pourquoi vous ne demandez pas sa suppression? Ça ne sert à rien, cette CNIL. Je pense que vous vous trompez. Il y a énormément de comités Déodule qui ne servent à rien, que d'ailleurs M. Bayrou et M. Retailleau ont validé avec leur budget. Encore 5 milliards d'argent des Français qui partent à la contribution de l'Union européenne. Vous avez 30 milliards de fraude sociale et vous me parlez de la CNIL qui est là justement. Alors certes, c'est un organe qu'il faut réformer, mais qui est quand même là pour protéger certains garde-fous. Justement, où trouver les 40 milliards Vous me donnez une transition parfaite pour revenir à 4,6% du déficit. Alors manifestement, Andrea Cotarac, pas dans le système des retraites, puisque vous avez voté, alors certes c'était un vote symbolique cet après-midi, pour l'abrogation de la réforme des retraites. Bon, c'est quand même beaucoup d'économies en moins, tout ça. Il y a plusieurs choses. D'abord, cette réforme des retraites, on avait toujours dit qu'elle était inefficace financièrement, injuste socialement. La Macronie elle-même l'a dit, puisque M. Attal, avant de quitter Matignon, a dit cette réforme est inefficace, il en faudra une autre. Donc on avait raison, premier point. Deuxième point, l'objectif c'était de faire venir des jeunes le plus tôt possible sur le marché du travail. C'était Madame Borne qui avait proposé cette réforme. Aujourd'hui, Madame Borne, ministre de l'Éducation nationale, propose une année sabbatique pour tous les... une année de césure. Une année de césure, c'est-à-dire qu'elle reporte automatiquement l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Donc je veux bien que des membres du gouvernement ne soient pas d'accord les uns avec les autres, mais là ça commence à être inquiétant. C'est-à-dire que dans la tête d'un seul et même ministre, ne sera pas à l'équilibre en 2030 en revenant à 62 ans. Mais en fait, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Et je vais vous dire une chose, et je vais le dire aux auditeurs, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Monsieur Barnier de la droite, sa solution c'était, bon, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, on va faire un budget avec 20 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires. Non.
on l'a censuré. Aujourd'hui, on nous parle de TVA sociale, TVA absolument injuste, y compris pour les plus démunis. On leur dit non. Bon, ça, c'est en train de s'écarter. Aujourd'hui, ils nous proposent de geler les prestations, de sanctionner les familles sur les allocations sociales, de sanctionner tout ça. Stop. Vous esquivez la question des l'argent, retraites. on va aller la chercher. Et je vous rappelle que ce qu'il faut, c'est pas une année blanche sur les prestations sociales, c'est une année blanche de macronisme. Emmanuel Macron a proposé 60 milliards d'économies par an. 60 milliards d'économies par an. La France aujourd'hui, c'est 3000 milliards de dettes. Elle ne s'est jamais autant endettée. Donc l'argent, on va la chercher sur la fraude sociale, on va chercher sur la fraude fiscale, sur l'augmentation des taxes sur les transactions financières, supprimer l'aide au développement, baisser la contribution à l'Union européenne, supprimer l'AME que nous avait promis Monsieur Rotaillot. C'est où? Nulle part. Donc si vous voulez, il manque un tiret. on va Monsieur Cotara, créer la rupture. C'est extraordinaire, Monsieur Cotara. Il manque juste un point Je vous en prie. qui est le plus important. C'est le système de retraite. Pardon, mais vous avez voté, symboliquement ou non, vous avez quand même voté pour un retour à la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, non, pas du tout. Non, vous dites entre n'importe quoi. 20 et 40 milliards d'euros. C'est pas vrai, monsieur. On n'a pas voté pour la retraite à 60 ans. On a proposé la proposition, c'était l'abrogation de la réforme des retraites. Bon, et c'est là la grande différence. 62, c'est que la gauche n'est pas d'accord. Ça coûte 10 milliards. La gauche n'est pas d'accord avec le projet qu'il faut faire en face. Nous, on a notre projet, il est prêt, il est ficelé. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les retraites? Parce que j'entends, il y a des économies à faire partout. On peut chercher les tiroirs, dénicher les tiroirs, c'est 30 milliards. D'accord, 130 milliards de sur fraude. 1000 euros de dépenses publiques, vous le savez aussi bien que moi. Il y en a plus de la moitié qui part dans les dépenses sociales et il y en a 250 qui partent rien que pour les retraites. 1000 euros. 250 pour les retraites. Je pense que c'est un gros tiroir, les retraites. Et pourtant, vous ne proposez pas grand-chose, si ce n'est un retour en arrière. C'est pas vrai. Bah pardon, mais enfin, pas votre vrai, réforme des retraites, je vois pas comment elle rapporte plus d'argent dans les caisses de l'État que celle actuelle, ou voire une prochaine. Parce que votre réforme des retraites, vous le savez aussi bien que moi, elle n'est pas comprise dans l'opinion. Je pense que si on interroge un auditeur pris au hasard, je vais leur dire tout de suite. Il va avoir du mal à comprendre votre réforme. Si vous me laissez le temps. Andrea Cotarac, alors la réponse. Allez-y. Non, allez-y, je vous en prie. Notre réforme, elle est très simple. C'est vous commencez avant 20 ans, vous avez 40 annuités de cotisation et vous partez effectivement 60 ans puisque 20 plus 40 ça fait 60. C'est simple pour l'instant, ça va? Donc quelqu'un qui a commencé à travailler à 18 ans et part à 58. 40 annuités. Quelqu'un qui a 58 ans. Excusez-moi monsieur. Pardon, regardez les chiffres. Pardon, on va être un peu concret et pragmatique parce que là vous nous sortez les uns les autres. Bon, pragmatiquement parlant, sur le marché du travail, les 15-24 ans, c'était 14,9% quand Madame Borne a fait cette réforme. Il était censé avoir beaucoup plus de jeunes sur le marché du travail pour pouvoir cotiser, pour pouvoir partir plus tôt, pour pouvoir enrichir la France. Résultat, ça baisse. Bon. C'est-à-dire que c'est pire qu'avant. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça... Attendez. Qu'est-ce qui s'est créé de l'autre côté? Dépêchez-vous, on arrive à la fin de ce débat. De l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous poussez l'âge de départ à la retraite à taux plein, donc de 62 à 64, vous avez énormément de seniors qui sont virés par leur patron parce qu'ils sont plus efficaces bien avant. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là en attendant la retraite à taux plein? Ils sont soit au chômage, soit au RSA. Et aujourd'hui, le gouvernement s'aperçoit de leur bêtise et de leur réforme inefficace et se dit, ça coûte trop cher, on va peut-être geler les prestations. Bon. Voilà, parce qu'il y en a trop en fait. Donc moi ce que je vous propose c'est d'avoir une France productive. Bon, il y a quand même que 30 millions d'actifs pour 18 millions de retraités. Ouais. Merci en tout cas Andrea Cotarac, porte-parole. Je vous enverrai la réforme en tout cas parce que je crois que c'est pas très bien compris à l'heure actuelle alors que c'est le niveau très très simple. Allez, vous pouvez aller continuer le débat. Je vous remercie. Voilà, dans le vestibule. Merci à tous, merci à Jules Torres et Sébastien Ligné.